Tout a commencé bien avant les explosions visibles. Avant même, pourrait-on dire, que kto to nażal knopku zapuska. Ce matin-là, rien ne laissait présager une opération d'une telle ampleur. Le ciel au-dessus de Saratov était calme, presque immobile, et sur la base aérienne d'Engels II, la routine semblait ordinaire. Les moteurs des bombardiers stratégiques ronronnaient doucement après un non-vol. Les techniciens vérifiaient les joints, remplissaient les réservoirs, prenaient des notes, et personne ne soupçonnait que chaque minute comptait déjà. L'atmosphère de sécurité était totale, presque étouffante dans sa certitude. Cette base, véritable pilier de la dissuasion aérienne russe, avait toujours été considérée comme intouchable. À 700 km du front, protégée par les systèmes les plus modernes, elle incarnait la zone où rien ne pouvait arriver. C'est précisément cette confiance, disent certains analystes, qui allait devenir le maillon le plus fragile. Car pendant que les équipes au sol suivaient les protocoles habituels, loin, bien au-delà des limites de la région, quelque chose se préparait. Des signaux faibles, à peine perceptibles sur les radars, semblaient errer dans le ciel. Ce n'étaient pas des missiles, ni des avions, ni même des projectiles au sens traditionnel. Ce qui approchait ne portait pas de signature radar stable, pas de forme reconnaissable. À des centaines de kilomètres de là, dans une salle de contrôle aux écrans faiblement éclairés, des opérateurs suivaient en silence des points presque invisibles sur des cartes numériques. Ils savaient ce qu'ils faisaient, et surtout, quand ils devaient le faire. Le moment exact, celui où les bombardiers étaient au sol, moteur éteint, système vulnérable, avait été calculé avec une précision mathématique. Sur la base, tout restait calme. Les gardes montaient la surveillance standard, les équipes techniques discutaient de la maintenance de routine, et les systèmes S-400 restaient en veille passive. Personne ne savait que dans le silence du matin, un essaim de drones FPV de longue portée avançait déjà, suivant un itinéraire si complexe qu'aucun radar n'aurait pu le suivre entièrement. Ce n'étaient pas de simples engins improvisés, mais des machines adaptées pour pénétrer profondément à travers les zones les plus défendues, en exploitant la moindre faille dans la couverture radar. Ils volaient séparément, à différentes altitudes, à des vitesses variables, imitant parfois des oiseaux ou de petites interférences météorologiques. Leur approche ne ressemblait pas à une attaque, mais à un murmure. Et ce murmure, dans quelques minutes, allait devenir un grondement. Il est difficile de décrire la tension qui précède l'instant où l'alarme retentit pour la première fois. Ce n'est pas le bruit qui choque, mais l'incompréhension. Les opérateurs au poste de surveillance virent d'abord une série d'échos incohérents. Puis, soudainement, une détonation sèche fit vibrer les murs de la base. L'un des bombardiers, un Tu-160, venait d'être touché. Pas détruit d'un seul coup, mais frappé juste là où il était le plus fragile. Quelques secondes plus tard, une deuxième explosion retentit, puis une troisième. Ce qui paraissait impossible devenait soudain réel. La base, considérée comme imprenable, subissait une attaque coordonnée depuis des centaines de kilomètres. Le chaos s'installa. Les systèmes de défense, surpris, commencèrent à tirer dans le vide, tentant d'intercepter des cibles qu'ils ne pouvaient pas vraiment voir. Et pourtant, malgré la confusion, quelque chose de plus profond se produisait. Ce n'était pas seulement un incident militaire, c'était un message. Les images satellites confirmaient bientôt ce que les analystes redoutaient depuis longtemps. La sécurité parfaite n'existait plus. Des appareils d'un coût dérisoire venaient de paralyser l'un des sites les plus protégés du pays. Les stratèges comprenaient déjà les implications, même si les autorités tardaient à le reconnaître publiquement. Ce matin-là, le monde découvrait une nouvelle réalité du conflit, une réalité où la distance, la technologie et la puissance brute ne suffisent plus à garantir la sécurité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette histoire, car ce que vous allez découvrir ensuite change tout. La deuxième explosion fut si forte que même les capteurs internes perdirent momentanément la synchronisation. Les sirènes retentirent, mais elles se confondaient avec les échos des déflagrations. Les soldats accouraient vers les abris, les techniciens tentaient de sauver les équipements restants, et sur les écrans du centre de commandement, des flammes rouges et blanches illuminaient la piste. Ce n'était pas une frappe de missile, pas un assaut massif venu du ciel, mais une série d'explosions calculées, précises, menées par des drones FPV autonomes, partis d'un point inconnu, quelque part au-delà du Dniepr. Les opérateurs ukrainiens observaient les images en temps réel, sans un mot. Chaque appareil atteignait son objectif,
Chaque trajectoire était pensée pour désorganiser la défense. Ce n'était plus une démonstration technique, c'était une opération stratégique au sens plein du terme. Les bombardiers Tu-160, symbole de la dissuasion nucléaire russe, venaient d'être touchés sur leur propre base. 2 d'entre eux étaient gravement endommagés, un 3e partiellement détruit, et le reste cloué au sol, incapable de décoller à cause des incendies et des débris. Les équipes russes tentaient d'organiser une riposte, mais les systèmes de défense rapprochés, conçus pour intercepter des cibles rapides et de grande taille, n'étaient pas préparés à ce type de menace. Les drones avançaient si bas, si vite, que même les radars au sol perdaient leurs traces. Certains furent abattus par des tirs de mitrailleuses, mais d'autres, profitant du désordre, atteignirent leurs objectifs secondaires, les camions-citernes, les systèmes de communication, les véhicules de maintenance. En quelques minutes, la base entière se transforma en labyrinthe de fumée, d'étincelles et de confusion. Les vidéos apparues ensuite sur les réseaux sociaux montraient des lueurs dans le ciel, des explosions à faible altitude et des flammes s'élevant derrière les hangars. Les analystes géolocalisèrent rapidement les images, tout pointait vers Engels 2. Le Kremlin, d'abord silencieux, finit par admettre qu'une attaque avait eu lieu, tout en minimisant les dégâts. Mais les images parlaient d'elles-mêmes. Ce n'était pas un simple incident, c'était un coup porté à l'image même de la sécurité stratégique russe. Les experts militaires, à Washington, à Londres, à Berlin, suivaient l'événement en direct. Les analystes du ministère français des Armées confirmèrent dans leur bulletin que l'attaque avait utilisé des drones modifiés, probablement lancés depuis le territoire ukrainien ou à proximité de la frontière. Pour la première fois, un objectif situé à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe avait été frappé avec succès par des appareils légers, économiques et presque indétectables. Ce qui rendait l'opération encore plus frappante, c'était sa simplicité apparente. Pas de missiles de croisière, pas d'avions furtifs, pas de satellites sophistiqués, seulement des drones FPV bon marché, pilotés à distance et coordonnés par des logiciels civils adaptés. Les Ukrainiens avaient su transformer des outils artisanaux en armes stratégiques. Et derrière cette prouesse se cachait une idée plus large, prouver que la guerre moderne n'appartient plus aux seuls géants technologiques. Une poignée d'opérateurs, un signal stable, une carte numérique et une patience sans faille pouvaient désormais ébranler un système conçu pour résister à des attaques intercontinentales. L'effet psychologique fut immédiat. Les chaînes d'information russes, sous contrôle étroit, tentèrent d'étouffer le sujet, mais la nouvelle se répandit par des canaux parallèles, des forums, des discussions anonymes. Engels 2, autrefois symbole de puissance, devenait soudain le symbole d'une vulnérabilité inattendue. À Kiev, l'annonce fut accueillie avec prudence. Aucune déclaration officielle directe ne fut faite, mais des responsables ukrainiens proches du ministère de la Défense évoquèrent une démonstration de précision et de résilience. Les observateurs étrangers comprirent entre les lignes, il s'agissait bien d'une opération ukrainienne, soigneusement planifiée, exécutée sans gaspillage, avec une discipline qui témoignait d'une évolution profonde de la stratégie. L'objectif n'était pas seulement de détruire des avions, mais de provoquer un choc doctrinal. Montrer que la distance n'offre plus de protection, que la technologie la plus chère peut être neutralisée par la plus ingénieuse. Ce jour-là, l'équilibre entre l'attaque et la défense bascula de manière imperceptible, mais irréversible. Sur la base, les équipes de secours travaillaient sans relâche. Les incendies furent finalement contenus, les débris déplacés, et les premiers rapports commencèrent à remonter vers Moscou. Les pertes matérielles étaient importantes, mais le plus grave était ailleurs. L'armée russe devait désormais reconnaître que son réseau de défense n'avait pas détecté la menace à temps. Les systèmes S-400, pourtant considérés comme les plus performants au monde, n'avaient pas réussi à intercepter les petits drones, volant trop bas pour être pris en charge par les radars traditionnels. Les commandants sur place parlaient de zones d'ombre, de saturation électronique, d'anomalies radars. Les ingénieurs militaires savaient que cela ne relevait pas du hasard. Quelqu'un, quelque part, avait étudié avec soin la structure défensive d'Engels 2 et exploité chaque faille avec une précision clinique. La conséquence fut immédiate. Dans les heures qui suivirent, Moscou ordonna la mise en alerte de toutes les bases aériennes disposant de bombardiers stratégiques. Des appareils furent déplacés vers d'autres sites, certains vers la région d'Orenbourg, d'autres plus à l'est, près de l'oblast de Novosibirsk.
Le déplacement massif fut présenté comme une mesure préventive, mais en réalité, c'était une réaction directe à la perte de confiance dans la sécurité intérieure. Les observateurs occidentaux y virent un tournant majeur. L'armée russe, réputée pour sa rigidité doctrinale, venait d'être forcée d'adopter une stratégie de dispersion, signe d'une adaptation à un type de menace qu'elle n'avait jamais anticipé à ce niveau. Pour les analystes, cette attaque marquait la naissance d'une nouvelle ère de guerre asymétrique. Une ère où la technologie ne se mesure plus au prix d'un avion ou à la puissance d'un missile, mais à la capacité d'un adversaire à penser autrement. Ce que l'Ukraine avait prouvé ce jour-là, c'est que la créativité tactique pouvait défier la supériorité matérielle. Ce fut un choc pour les états-majors, une révélation pour les stratèges et une leçon que personne n'oublierait. Ce qui se passa ensuite dépassa le cadre militaire. Dans les jours qui suivirent, les marchés de défense réagirent. Les analystes financiers notèrent une hausse des investissements dans les technologies anti-drones et plusieurs pays européens commencèrent à revoir leurs protocoles de protection des infrastructures critiques. La France, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni lancèrent des audits sur la vulnérabilité de leurs propres bases aériennes. L'impact d'Engels ne se mesurait pas seulement en explosions, mais en révision doctrinale, en budget réorienté, en angoisse stratégique. Et pourtant, ce n'était que le début. Car ce que cette attaque révélait, c'était bien plus qu'un simple épisode militaire. C'était le signe que la guerre avait changé de nature. Ce qui se préparait désormais n'allait pas se jouer dans les airs, ni sur les lignes de front traditionnelles, mais dans le silence des réseaux, dans la vitesse de la décision, dans la maîtrise de la surprise. Ce n'était plus une question de puissance brute, mais d'intelligence opérationnelle. Et dans cette nouvelle logique, celui qui frappe le premier, au moment le plus inattendu, détient désormais l'avantage. Abonnez-vous pour suivre la suite de ce dossier, car les répercussions d'Engels ne font que commencer. Les heures qui suivirent furent marquées par un silence inhabituel. À Moscou, les réunions d'urgence se succédèrent, les rapports affluaient, et chaque phrase des comptes rendus militaires était pesée avant d'être transmise. Le ton officiel restait mesuré, mais en coulisses, les visages fermés disaient tout. Engels n'était pas simplement une base attaquée, c'était un symbole stratégique, une pièce maîtresse du dispositif aérien russe. Son atteinte signifiait que le cœur logistique et symbolique du pays pouvait être frappé. Les ramifications de cette constatation dépassaient largement le cadre d'un simple incident militaire. À l'étranger, les chancelleries observaient la réaction du Kremlin avec une attention soutenue. À Washington, les analystes de la CIA comparaient les images satellites à celles de frappes précédentes, tandis que les centres de recherche européens évaluaient la portée technologique de ce qui venait de se produire. Dans les heures suivantes, un nouveau mot commença à circuler dans les cercles militaires : imprévisibilité. Cette attaque démontrait que l'adversaire, bien qu'ayant des ressources limitées, avait su exploiter la logique du temps et de la routine. L'opération avait été minutieusement pensée pour s'insérer dans une faille structurelle, celle de la confiance dans la répétition des procédures. Les officiers russes comprirent que la véritable vulnérabilité ne venait pas d'un manque d'équipement, mais de l'excès de certitude. C'est cette leçon, brutale et claire, qui transforma la perception du risque dans tout l'appareil militaire. Les discussions autour de la table du ministère de la Défense à Moscou s'orientèrent rapidement vers la réforme. On parla de disperser les bombardiers sur plusieurs bases secondaires, de redéfinir les protocoles de maintenance, d'introduire de nouvelles couches de détection basse altitude. Mais derrière ces mesures immédiates, une question plus profonde hantait les responsables. Si une base aussi protégée avait pu être atteinte, que dire des autres ? Les médias russes, sous contrôle étroit, tentèrent de canaliser l'information. Mais les réseaux indépendants, notamment Telegram et plusieurs plateformes d'analyse ouvertes, diffusèrent des images et des rapports techniques. Des vidéos filmées à distance montraient des flammes s'élevant au-dessus des hangars, des colonnes de fumée s'étendant à l'horizon. L'ampleur du choc ne pouvait plus être dissimulée. Dans les cercles politiques, certains députés de la Douma évoquèrent discrètement la nécessité de repenser la doctrine défensive. Des anciens officiers de l'armée de l'air publièrent des tribunes parlant d'une révolution de la précision. L'idée d'une guerre à longue distance, où l'ennemi restait invisible, se confirmait avec une évidence troublante. L'Ukraine, avec des moyens modestes, venait d'imposer un nouvel équilibre. Elle n'avait pas seulement frappé une cible matérielle, elle avait modifié la géométrie du rapport de force. À Kiev, l'analyse postérieure de l'opération fut rigoureuse.
Les spécialistes en renseignement étudièrent chaque seconde du vol des drones, chaque réaction de la défense ennemie. Ce travail permit d'affiner encore davantage la stratégie. L'efficacité de l'attaque d'Engels II devint un modèle d'étude dans les écoles militaires occidentales. À Varsovie, à Tallinn, à Vilnius, des officiers observaient les détails tactiques et en tiraient des leçons pour leur propre programme de défense. Même au sein de l'OTAN, cette opération fut décrite comme l'exemple concret de la guerre adaptative, la capacité de frapper un adversaire supérieur par des moyens décentralisés, flexibles et technologiquement agiles. La France, à travers ses propres services de défense, renforça la recherche sur les contre-mesures électromagnétiques et la neutralisation de drones autonomes. L'écho d'Engels II résonnait donc bien au-delà des frontières régionales. Pendant ce temps, sur la base elle-même, la reconstruction commençait. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit pour restaurer les pistes, réparer les radars, sécuriser les zones endommagées. Les avions restants furent déplacés, les hangars renforcés. Pourtant, malgré ces efforts, quelque chose d'immatériel avait été perdu. Les pilotes parlaient d'un sentiment persistant d'exposition, d'une vigilance constante. Le mythe de l'invulnérabilité s'était brisé. Dans les semaines suivantes, les exercices de simulation furent multipliés, les patrouilles aériennes étendues, les horaires de rotation modifiés de façon aléatoire pour éviter toute prévisibilité. L'armée russe tentait de s'adapter, mais l'adaptation se faisait dans la précipitation et sous pression. Les observateurs internationaux notèrent aussi un autre phénomène, la montée d'une nouvelle forme de guerre psychologique. L'effet d'Engels II ne reposait pas uniquement sur les destructions matérielles, mais sur l'incertitude qu'elle instaurait. Chaque base, chaque installation stratégique, chaque entrepôt logistique devint potentiellement une cible. Cette tension constante redéfinissait la stratégie de défense nationale. Les populations locales, dans plusieurs régions éloignées, commencèrent à signaler des survols non identifiés, souvent de simples illusions ou interférences, mais chaque alerte déclenchait des réactions militaires disproportionnées. L'adversaire avait réussi à transformer la peur en arme. Dans les capitales européennes, cette évolution était scrutée avec attention. Les think tanks de sécurité multiplièrent les publications. À Paris, l'Institut français des relations internationales évoqua dans un rapport un tournant stratégique majeur. Le document soulignait que l'attaque d'Engels II montrait la fin de la domination du coup dans la dissuasion. En d'autres termes, les guerres modernes ne seraient plus gagnées par celui qui dépense le plus, mais par celui qui pense le plus vite. À Bruxelles, les discussions sur la protection des infrastructures critiques furent relancées. L'Union européenne envisagea même un programme coordonné de défense anti-drone financé collectivement. Mais l'impact le plus durable resta politique. L'attaque sur Engels II devint un point de référence dans le discours international. Elle symbolisait la bascule entre deux époques, celle de la domination technologique centralisée et celle de la guerre distribuée. L'Ukraine, en frappant un objectif d'une telle importance, avait réussi à se positionner comme acteur d'innovation militaire mondiale. Les observateurs militaires américains notèrent que cette action transformait la perception globale de la résilience ukrainienne. Le pays apparaissait désormais comme un laboratoire de tactique du futur, capable de bouleverser les modèles établis. Ce qui s'imposa alors dans les esprits, c'était que cette guerre ne concernait plus uniquement deux nations. Elle représentait un affrontement entre deux visions du monde. Celle d'une puissance traditionnelle, attachée à la masse, aux structures hiérarchiques, et celle d'un adversaire mobile, adaptatif, fondé sur la rapidité et la créativité. Engels II fut la démonstration concrète de ce changement de paradigme. L'événement marqua la conscience collective comme un avertissement. Dans le monde moderne, aucun territoire n'est trop profond, aucune base n'est trop loin, aucune ligne de défense n'est absolue. Et au-delà de l'aspect militaire, une autre question se posait désormais. Comment raconter cette transformation au public? Comment préparer les sociétés à une guerre où l'ennemi n'est plus visible, où le champ de bataille se déplace chaque jour? Les dirigeants occidentaux, lors de conférences à Munich et à Davos, évoquèrent cette nouvelle réalité sans la nommer directement. Ils parlèrent d'adaptabilité, de sécurité distribuée, d'innovation défensive. Derrière ces mots se cachait une vérité simple. Engels II n'était pas une fin, mais un commencement. Les mois passèrent, et l'écho de cette attaque demeura. Les armées du monde entier étudièrent les leçons de cette opération. Des manuels furent réécrits, des doctrines révisées, des budgets réaffectés.
Les drones FPV devinrent un symbole d'ingéniosité tactique, de résilience et de changement d'époque. En Ukraine, les opérateurs qui avaient conduit cette mission furent discrètement décorés. Leurs noms ne furent pas révélés, mais leur réussite fut reconnue dans les cercles militaires comme un exploit sans précédent. Engels II, longtemps synonyme de force et de sécurité, entra dans l'histoire comme le tournant silencieux d'une guerre qui ne disait plus son nom. Les flammes s'étaient éteintes depuis longtemps, mais les répercussions continuaient de se propager. Ce n'était plus seulement une bataille gagnée, mais une leçon gravée dans la logique du monde contemporain. La guerre du futur ne se joue plus avec la puissance seule, mais avec la précision, l'audace et le temps.